Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. 見えた。あれが北太平洋の海を支えている柱か。本当にポセイドン神殿の天の一部を支えているようだ。しかしこんな柱、水星剣で一気に打ち壊してやる。くらえペガサス水星剣。何？手荒なことをしてもらっては困るな。この柱に傷一つでもつけたら、お前の命がいくつあっても足りんぞ。バカな。水星剣の威力を軽々と片手で遮るとは。お前は一体。この北太平洋を支える柱を預かるポセイドン七将軍の一人、シーホースのバイアン。Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrater pour la review numéro 30. Review numéro 30 qui va être l'occasion pour moi de vous passer en revue cette figurine EX de chez Bandai de Bayan du Cheval des Mers, Bayan Seahorse, en version française entre guillemets Bian de l'Hippocampe, que je vais vous comparer avec la version classique de chez Bandai sortie en 2008, ce qui veut dire qu'entre ces deux figurines, eh bien, il y a 12 ans d'écart puisque celle-ci est simplement sortie au Japon et va arriver dans nos contrées européennes d'ici 2 mois. Pour cette chronique, je vais procéder comme d'habitude en vous donnant les points forts et les points faibles des deux versions. Également, ce qui concerne le plan, eh bien, je vais suivre à peu près le même plan que ce que j'avais fait pour Scylla, c'est-à-dire que je vous comparerai vraiment les deux figurines en armure. Pour ce qui est des intérieurs, eh bien, comme avec Scylla, cette figurine-là est déjà montée, autrement dit, les blisters seront quasiment vides, mais je porterai l'accent quand même sur les mains et les visages. Et puis pour ce qui est de la partie comparative proprement dite, eh bien c'est surtout lors du montage qu'elle aura lieu, puisque au fur et à mesure que je montrerai la figurine EX, je vous montrerai les différences avec la figurine classique. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les packaging. Donc la version classique à droite est donc sortie en 2008. C'est une figurine qui doit coûter aux alentours de 30-40 euros sur le marché de l'occasion. Neuf, il va falloir rajouter un petit peu plus, aux alentours de 50-60 euros. Pas forcément évident de se la procurer neuve maintenant, mais c'est une figurine qu'on trouve très facilement sur le marché de l'occasion et la plupart du temps en bon état. Pour ce qui est donc de la version EX, eh bien c'est une figurine déjà qui va commencer à être difficile à trouver. Elle était en précommande bien évidemment, c'est comme d'habitude avec les précommandes, c'est-à-dire que les quantités étaient quand même assez limitées. C'est une figurine qu'on pouvait avoir en précommande aux alentours de 120 euros. Maintenant, pour la trouver, il va falloir plutôt débourser dans les 140-150 euros. Et à mon avis, c'est un tarif qui va augmenter comme celui de Scylla, qui est la figurine qui est sortie juste avant. Au niveau des packaging, eh bien, on a comme d'habitude sur les versions classiques le personnage en armure en position neutre avec donc à sa droite eh bien, la version animée donc, de ce Bayan de l'Hippocampe tel que dessiné par Araki Shingo. Donc évidemment on regrette un peu ces visuels animés qui ont été remplacés par des représentations symboliques de l'armure que porte le chevalier. Donc ici il s'agit de la représentation du cheval des mers, qui est vraiment plutôt bien stylisée, avec des sortes d'ailes qui sont un peu des mix d'ailes et de nageoires. D'ailleurs, on devine aussi une sorte de queue de poisson à l'arrière du cheval. Donc c'est vraiment très stylisé, et en plus ça se fond parfaitement avec le background qui est choisi, et qui est une alliance de bleu foncé et de noir. On a également une sorte d'aura pour le personnage. Vraiment, c'est quelque chose qui est très agréable à regarder. Une belle boîte, vraiment dans la lignée de toutes les boîtes des Marina qui sont vraiment superbes. Ensuite, pour ce qui est des côtés, eh bien, nous avions ici, donc sur la classique, le totem en version Pandora Box, là où maintenant sur la version EX, nous l'avons complètement monté. Vous pouvez deviner à quel point cette boîte EX du Cheval des Mers est énorme, enfin elle est très large, puisque en comparaison de la boîte de la classique, qui fait à peu près la même taille, alors je l'ai sortie pour vous le montrer, à peu près la même largeur que celle de Krishna, vous voyez que c'est à peu près la même largeur.
Eh bien, cette boîte de Bayan fait à peu près 2 fois cette taille-là en largeur. Vous voyez, si je la mets devant, vous voyez qu'il reste encore la moitié pour mettre une deuxième boîte comme cela. Donc on a sur ce côté-là, donc énorme en largeur, le totem, et donc forcément il est très très détaillé, hein, puisque c'est une grosse photo avec une bonne résolution. Donc évidemment joli totem. À l'arrière, on a le personnage qui est en position d'attaque, hein, que ce soit pour la version classique ou pour la version UX, mais l'attaque n'est pas la même, puisque sur la version classique, Bandai avait choisi de représenter en fait l'attaque la plus facile à faire avec la version classique, du fait de son manque de mobilité, à savoir celle du God Breath. Alors si je dis pas de bêtises, ça en français ça devait être le souffle divin. Donc là le personnage prend une sorte d'inspiration et fait un mouvement de torsion avec ses bras. Donc ça c'est pour ce qui est de la version classique. Vous aviez aussi les différentes configurations. Alors c'était un des rares personnages en classique qui avait donc plusieurs configurations de visage. Donc vous voyez ici la deuxième configuration de visage en fait. Et puis sur la version EX, et bien là par contre l'attaque qui a été représentée est celle du Rising Billows. Alors ça en français ça a été traduit je crois par les lames de fond du Pacifique. Donc ça c'est une position qui était bien plus difficile à faire avec la version classique. D'une part du fait du manque de mobilité au niveau du buste, mais également aussi du fait du manque de mains. Vous voyez que ici ça requiert des mains qui ne sont pas forcément présentes dans la version classique, mais on aura l'occasion d'en parler juste après avec les contenus. On a aussi une énorme différence entre les deux, c'est qu'ici nous avions une cape un peu en tissu de mauvaise qualité, tandis qu'ici eh bien, on peut deviner la cape en plastique type IX. Vous avez comme d'habitude les différentes configurations de visage, et on verra sans doute avec les contenus que au niveau de la variété des visages c'est quand même assez fourni, hein. On peut déjà compter 5 visages ici, donc c'est plutôt bien, surtout quand on compare par rapport aux dernières versions IX de chez Bandai. Dernière chose, on a aussi un effort qui a été fait sur le background au niveau de la version UX, bon, qui était déjà assez recherché au niveau de la version classique, hein. Je veux dire, c'est pas un fond neutre, il y avait quand même une volonté de faire quelque chose en rapport avec ici les piliers de Poséidon. Ici, l'idée qui a été choisie, c'est vraiment de représenter les coloris qui sont utilisés dans l'aura de Bayan dans la version animée quand il déclenche cette attaque, justement. Je vous en insérerai un visuel pour vous montrer qu'il y a vraiment eu un effort ici de coller à l'animé, ce qui est plutôt bien, parce que si on regarde par rapport aux versions IX qui sont sorties dernièrement, notamment je pense à celle de Shura version OCE, il y avait beaucoup moins de recherche au niveau du background, donc ici il y a quand même un effort pour coller à l'animé. Dernière tranche sur la version classique, on a à nouveau le totem. Pour ce qui est de la version UX, c'est bien le personnage en armure. Donc ici, cette fois-ci, on a la pose du God Breath. En fait, c'est un peu bizarroïde parce que c'est la pose du God Breath, mais sans le visage du God Breath. Ce qui est un peu bizarre parce que ce visage, il est présent hein, chez Bandai, il est ici. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ce visage-là en association avec cette attaque, puisque a priori c'est le visage logique à utiliser lorsque l'on fait cette pose. Alors peut-être que Bandai eux-mêmes ne sont pas convaincus du rendu avec ce visage-là. Bon, c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de vérifier après avec le posing du personnage. Pour l'instant, j'ai pas encore d'avis tranché sur la question. Disons qu'au moins c'est déjà une bonne chose que Bandai ait eu l'idée de nous mettre ce visage. Enfin, en tout cas, il n'est pas utilisé comme illustration sur la boîte IX à ce stade. Et puis, comme d'habitude, eh bien, sur le dessus, vous voyez encore une fois l'immensité de ce packaging IX. Eh bien, la représentation des différents piliers, avec en illumination le pilier donc, du Pacifique Nord, hein, puisque c'est du Pacifique Nord dont Bayan est le général. Là où pour la version IX, on avait juste le trident qui symbolise l'appartenance à l'armée de Poséidon. Enfin, pour le dessous de la figurine, comme d'habitude, les mentions légales, et puis l'occasion pour Bandai de nous montrer à nouveau le personnage monté, encore une fois, en attaque du God Breath. Voilà donc pour
ce packaging très imposant pour la version IX. Pour la version classique, eh bien c'est du classique, à savoir ouverture papillon, mais ça je pense que vous le savez maintenant. Bref, rien d'exceptionnel pour la version classique, je veux dire c'est dans la lignée de toutes les autres. Tandis que pour l'IX, eh bien pour moi on a vraiment une recherche d'esthétisme qui est vraiment présente sur cette boîte et dont la dimension a été exploitée au maximum pour donner des illustrations de qualité. Voilà donc pour ces packaging, on se retrouve dans un instant pour les blisters. Alors en termes de contenu, du côté de la version IX, on a 4 blisters, là où pour la version classique, nous n'en avons que 2. Pour la figurine IX, Bandai nous rappelle à quel point ils savent se montrer généreux en termes de contenu, aussi bien en termes de nombre de pièces qu'en termes de variété des pièces, ce qui tranche un peu avec l'immense majorité des dernières figurines sorties par la marque ces derniers temps. Ce Baien de l'Hippocampe se singularise par un nombre de pièces qui est quand même assez conséquent, et là je peux dire bravo Bandai, vous êtes capable de le faire, et bien pour cette figurine vous l'avez fait. Alors, en termes de contenu, eh bien, nous avons ce blister principal qui laisse apparaître donc les visages et les paires de mains. Donc ici, on va avoir l'occasion de dire beaucoup de bonnes choses. Donc je vous le passe comme ça un petit peu en revue de façon globale. Et on va s'arrêter sur les points importants. D'abord, en termes de nombre de visages, eh bien, vous voyez 5 visages. C'est quand même très bien, hein. Ils étaient plutôt habitués à 3 ou 4 visages ces derniers temps. Et bien ici nous en avons 5 et nous avons énormément de variété sur ces 5 visages. Alors maintenant c'est pas forcément sans défaut. Donc le premier visage qui est un peu le visage fou sadique, qui pourra trouver son utilité dans des positions d'attaque par exemple. Le deuxième visage est donc le visage d'attaque proprement dit. Maintenant on est habitué évidemment à ces visages d'attaque. Le souci pour celui-ci, c'est que vous voyez qu'il a un regard vers la droite. Et donc ça, pour moi, c'est beaucoup moins flexible qu'un regard vers le devant, puisque là, ça va nous obliger à faire des positions d'attaque de 3/4 avec profil droit, ce qui limite énormément les possibilités d'exposition ensuite. Donc ça, je trouve que c'est plutôt mal vu de la part de Bandai. Si ils avaient décidé de nous faire ce visage avec regard en coin, eh bien ça aurait été pas mal de nous mettre aussi un autre visage avec un regard en coin, cette fois-ci vers la gauche, puisque là ça nous limite grandement les posings. Donc petit bémol pour ce visage. Ensuite, le visage neutre, qui est vraiment très beau. Alors pour ce qui est de la conformité des visages, on aura l'occasion de s'y attarder pendant le bilan. Ce visage est celui du God Breath, donc visage qui pourra bien entendu trouver son utilité dans les positions d'attaque. Et enfin le visage aux yeux fermés qui arbore un petit sourire en coin, ce qui est parfaitement raccord avec le caractère du personnage dans la série, qui a un côté un peu hautain. Donc voilà pour ce qui est des visages, donc vraiment très bien, hein, bravo Bandai pour le nombre de visages, c'était vraiment une bonne surprise. Autre bonne surprise, eh bien c'est cette chevelure qui là aussi est un bonus qui trouve énormément d'utilité, donc si on veut reproduire l'attaque du Rising Below, là où dans l'animé, eh bien les cheveux de Baien sont un peu au vent, eh bien on pourra le reproduire presque parfaitement avec cette chevelure arrière. Ce qui n'était pas obligatoire pour Bandai de nous la fournir, hein. On aurait pu éventuellement jouer avec la chevelure qu'ils donnent par défaut. Ils ont trouvé bon de nous mettre cette chevelure, donc là encore une fois, un grand bravo. On retrouve également un contenu assez riche en termes de nombre de mains, hein, puisque vous voyez qu'on a 4 paires de mains. Donc là aussi, on était plutôt habitué ces derniers temps à 3 paires de mains, donc on en a 4, et en plus ce sont des paires de mains qui sont assez variées. Vous voyez, ça va de la main complètement ouverte, celle qui va servir à faire la barrière protectrice de Baien, à la main semi-fermée, voilà, ici. On a également 4 protège-mains. Donc vous voyez, c'est vraiment un blister vraiment très fourni, et on comprend aussi en voyant ce blister pourquoi la boîte est aussi large, tout simplement parce qu'il y a plus de contenu dedans. Voilà, c'est QFD. Le deuxième blister, eh bien, contient quasiment toutes les pièces d'armure, d'ailleurs toutes les pièces d'armure, sauf le casque qui est sur le blister précédent.
Donc rien de spécial à dire hein, sur ce contenu, on aura l'occasion bien sûr de voir les détails des pièces lors du montage. Ensuite, ce blister contient donc les pièces de support de totem, avec la partie casque qui viendra remplacer celle qui est présente sur le casque de la figurine pour faire vraiment le nez du cheval de mer. Donc c'est un totem qui est assez imposant et qui lui aussi justifie l'épaisseur de la boîte. Et puis le dernier blister laisse apparaître la cape. Et là aussi, petit coup de chapeau à Bandai, puisque les petites ailes sont fournies avec la cape et aussi à part. Donc c'est plutôt, encore une fois, généreux en termes de contenu. Ils auraient pu bricoler un truc où on aurait dû remplacer une partie de la pièce pour la coller sur la cape. Au lieu de ça, ils nous fournissent deux fois quasiment la pièce, une sur la cape et une à part. Bravo, c'était presque inespéré de leur part. Donc voilà, en termes de contenu pour ce qui est de la figurine EX, riche et varié, très bien, bravo. Pour ce qui est de la figurine classique, donc comme je vous l'ai dit, elle est déjà montée, donc forcément ces blisters vont apparaître un peu vite, c'est pour ça que je vous ai mis la figurine montée à gauche. Donc en termes de contenu, eh bien c'était vraiment très très léger du point de vue de la variété sur la version classique. On avait toutefois un visage bonus, qui était donc celui-ci, qui permet donc de reproduire le God Breath. En termes de main, alors j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand j'ai décrit la boîte de la version classique en disant que le Rising Below n'était pas tout à fait possible à cause de l'absence de main. Ben non, c'est pas vrai, puisque vous voyez qu'elles sont présentes ici, donc on pourra utiliser ces deux mains-là pour faire cette attaque. En revanche, ce que j'ai dit tout à l'heure est toujours vrai, à savoir qu'en termes de mobilité, eh bien, pour reproduire parfaitement cette attaque, ça va être très 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 compliqué. Donc les limites en termes de mobilité et de conception, ça j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure pendant le montage. Donc ça c'était sur ce blister. Et on avait également, alors c'est ici, hein, l'endroit où il n'y a rien, et bien c'est les points, c'est-à-dire ceux qui sont déjà montés sur la figurine. Donc vous voyez qu'en termes de nombre de mains, on a une paire, deux paires, et puis une troisième paire ici. Donc, troisième paire de mains, qui est celle donc pour faire la barrière protectrice. Alors elles avaient un système particulier, puisque vous voyez que au niveau de la forme des mains, eh bien il y avait comment dire, ça se fixait sur la boule, ce qui permettait de les mettre vraiment à la verticale. Et donc sur ce blister, vous allez donc retrouver cette troisième paire de mains, et également une sorte de petit médaillon qui n'est plus fourni maintenant, qui venait se poser sur des socles. Donc voilà pour ces deux blisters de la version classique. Bien, donc ça conclut un peu ce que je devais vous dire sur le contenu. On va passer comme d'habitude à la partie montage comparatif. Donc je vous retrouve dans un instant. Allez, comme d'habitude, on débute ce montage avec le test de rigidité. Donc, pour cette figurine, nous avons un cou qui est suffisamment rigide, tout va bien. Pour ce qui est du haut du corps de la figurine, eh bien, vous voyez, au niveau des épaules, c'est vraiment souple. Il n'y a pas énormément de rigidité ici. Donc cette figurine me fait un peu mentir par rapport à ce que je vous avais dit précédemment dans d'autres vidéos. Au niveau du haut de la figurine, c'est rarement un problème pour Bandai en ce qui concerne la rigidité. Et bien, sur celle-ci, on a quand même pas mal de souplesse. Vous voyez, sur les côtés. Alors, d'avant en arrière, c'est très bien, c'est bien rigide. Mais par contre, sur les côtés, c'est quand même un peu souple. Donc je verrai pendant le posing si ça pose des soucis et s'il y a nécessité de rigidifier un peu. Ensuite, pour ce qui est du buste, là par contre, c'est très bien, bien rigide. On a toujours cette articulation de haut en bas pour laisser passer le corset. Maintenant, le souci principal pour ces figurines Bandai, c'est toujours au niveau de l'entrejambe. Donc vous voyez que ça se confirme aussi sur cette figurine. Vraiment pas beaucoup de rigidité
avec ce test-là, pareil ici. Et puis sur les côtés, eh bien, c'est pareil. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est grand écart assuré pendant les posings. Donc là, encore une fois, je verrai lors du posing si j'ai nécessité ou pas de rigidifier, comme je vous l'avais montré sur les tutos, au niveau de l'entrejambe. Pour ce qui est par contre des autres articulations, eh bien, c'est de très bonne qualité, c'est bien rigide, pas de souci au niveau des genoux comme j'avais pu avoir sur le genou gauche de Shura version CE, c'est bien rigide. Pour ce qui est des chevilles également, pas de souci de ce côté-là. Donc un bilan un peu en demi-teinte en ce qui concerne la rigidité de ce personnage, mais bon ça c'est une habitude chez Bandai. Il va falloir vraiment qu'ils trouvent une solution à ce souci-là. Bon en fait la solution ils l'ont trouvée puisque sur les figurines qui sortiront, les nouvelles figurines qui sortiront après Hades, j'imagine qu'ils utiliseront leur nouveau système d'articulation métallique qui, je l'espère, nous permettra d'avoir une rigidité vraiment top. Bon, alors on va débuter ce montage, donc comme d'habitude, on démarre par les pieds, je mets de côté, en essayant de bien mettre pied droit d'un côté, pied gauche de l'autre, puisque les pieds ne sont pas marqués avec une lettre L ou une lettre R pour montrer pied droit, pied gauche. Alors il y a quand même un moyen de se repérer, vous voyez que pour ce pied-là, qui est le pied gauche, eh bien, vous avez la cheville qui est plus apparente que sur l'intérieur du pied. Vous voyez. Donc ça, c'est une façon de se repérer. Alors, au niveau de ce montage, je vais comparer avec la figurine classique sur laquelle j'ai rien dit au niveau de la rigidité. Alors, je vais la manipuler le moins possible, tout simplement parce que cette figurine est une plaie du point de vue de la rigidité. C'est une figurine qu'il faut manier avec énormément de précaution parce que dès lors que vous la brusquez trop, eh bien, beaucoup de pièces tombent. Au niveau des jambes, eh ben, vous voyez ce qui se passe. Donc on est vraiment dans beaucoup de flexibilité, un gros manque de rigidité au niveau des jambes. C'est pas une figurine qu'on peut placer vraiment de façon variée, hein. Il va falloir la mettre comme ça un peu en position neutre et puis ne plus la toucher et faire une prière pour qu'elle tienne. Donc je vais comparer dans les grandes lignes avec la version classique à différentes étapes du montage et puis le détail se fera juste après la session de posing. Alors, on va commencer donc avec le bas de la figurine, comme d'habitude. Donc, on a ces cuissardes qui sont bien sûr en métal. Ensuite, on va arriver sur ces genouillères qui sont aussi en métal. Alors, ces genouillères sur la version classique avaient vraiment une énorme tendance à se casser la figure. Donc, j'espère qu'ils ont réglé ce problème de conception sur la version IX. Parce que ça, c'était vraiment la plaie. Bon, voilà. Jambes qui ne posent aucun problème à monter. Donc je vais monter déjà le premier pied. Voilà pour cette première jambe. Bon. Pas grand chose à dire jusqu'à ce stade. A priori, le montage se passe plutôt bien. Alors, même si j'ai l'impression qu'on ne peut pas monter énormément cette jambière jusqu'au genou. De peur de faire sauter cette genouillère, mais a priori je suis en train de dire une bêtise puisque c'est ce que je viens de réussir à faire sans souci. Vous voyez, ça tient. Ah oui, alors ouais. Dès que j'appuie sur la genouillère par contre, ça fait redescendre la jambière. Donc il faut vraiment la mettre en place et ne plus la toucher. Alors, je vais vous raconter quoi lors de ce montage. Je ne vais pas aller énormément dans le détail puisque j'imagine que mes camarades youtubeurs auront beaucoup de choses à dire également sur le personnage. Moi je vais me contenter simplement de vous donner quelques informations. D'abord, évidemment, sur l'identité du personnage, donc Bayan du Cheval des Mers, ou pour les Français, Bayan de l'Hippocampe. Alors déjà ici, la première incertitude à lever concernant l'identité du personnage. Donc Hippocampe ou pas Hippocampe, Cheval des Mers ou pas Cheval des Mers, en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que pour la mythologie, eh bien l'hippocampe c'est le cheval des mers, donc c'est-à-dire une créature qui est semi-terrestre
semi-marine, avec un devant de cheval et un arrière de poisson. Donc je vous en insérerai une petite illustration pour vous le montrer. En fait, c'est quasiment identique à ce que l'on a sur la boîte en illustration. Et d'ailleurs, si on prend l'étymologie du mot hippocampe, eh bien dans hippocampe vous retrouvez le mot hippo, donc qui vient du grec et qui veut dire cheval. C'est ce qu'on retrouve notamment dans hippopotame, qui veut dire cheval de fleuve, ce qu'on retrouve également dans hippodrome. Donc ça va, tout est raccord, et pour une fois, c'est pas une faute de doublage des doubleurs français. On peut vraiment parler d'hippocampe, en tout cas l'hippocampe mythologique, le cheval des mers mythologique. Voilà pour ce qui est de la partie étymologie du nom. Donc Bayan, lui, en ce qui le concerne, est un Canadien, donc il est de nationalité canadienne, donc ça veut dire que lui aussi est issu du continent américain, donc cette fois-ci nord-américain, ce qui est raccord avec la partie d'océan qu'il défend, puisqu'il défend la partie Pacifique Nord, qui borde les côtes canadiennes du côté ouest. Bon, alors on arrive sur la première partie comparaison, donc qui est celle qui a lieu sur le bas de la figurine. Donc, je vais vous montrer ça de près. Alors, vous voyez qu'il y a quand même certaines différences en termes de choix. Alors, je vais encore une fois pas rentrer dans le détail du comparatif, puisque je vais le faire après, mais simplement ici, dans les grandes lignes, eh bien, vous montrer que au niveau de la figurine IX, eh bien, on a une fidélité quasi parfaite, alors qu'au niveau de la figurine classique, eh bien, il y a des choix au niveau des coloris qui ne sont pas les bons, donc là, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, en termes de conception, eh bien, je vais vous en faire la démonstration. C'est ici que ça se passe, vous voyez, cette genouillère a tendance à se casser la figure, tout simplement parce que la cuissarde remonte énormément sur le genou et a tendance à faire sauter cette petite pièce qui est juste à la limite de la pièce, d'en dessous, vous voyez. Donc dès lors que vous allez manipuler un peu la figurine, dès lors que cette partie de jambière va venir se cogner contre la genouillère, et bien celle-ci va avoir tendance à sauter. Donc on a ici un gros problème de conception. Aussi dans les grandes lignes, eh bien, on a un choix au niveau du coloris, au niveau des cuissardes, qui est de le mettre un peu en doré clair, là où, comme vous pouvez le voir sur le Seitei, eh bien, nous avons vraiment de l'orangé qui est du même type que celui du bas de la jambière. Autrement dit, on a du mal à comprendre ici la liberté qu'a prise Bandai sur ces cuissardes, de nous les mettre dans un coloris qui est totalement différent de la version animée. Donc voilà pour ce premier point de comparaison. Ah ouais, j'ai oublié aussi un petit truc, c'est au niveau de la petite nageoire ici. Cette nageoire est à mon avis un tout petit peu trop grande. Vous voyez que c'est assez marrant de voir que sur la version classique, eh bien, elle est plus grande que sur la version IX, alors que la figurine est globalement plus petite. Donc là aussi, il s'agit d'une erreur de fidélité par rapport à la version animée. On a une nageoire qui est un peu plus petite sur le Seitei. Donc voilà pour ce premier point de comparaison. Alors, on arrive donc maintenant sur la partie haute de la figurine, avec donc la partie jupe, qui a un système qui est vraiment différent de celui utilisé par Bandai sur quasiment toutes les dernières figurines, où on avait une petite pièce qui venait se clipser par le haut. Ici, on a une pièce qui se retire par l'avant, une sorte de boucle de ceinture un peu comme ancienne génération. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, c'est le genre de boucle de ceinture que vous retrouviez sur la version IX première génération du Lion, par exemple. On a du mal à la retirer, hein. Alors, si on a du mal à la retirer, c'est du fait de ces tétons qui sont beaucoup plus longs que sur les boucles de ceinture d'ancienne génération qu'utilisait Bandai, donc sur les premières figurines IX. Et ça, c'est vraiment très très bien, puisque ces boucles de ceinture, si Bandai avait changé le système, c'est tout simplement parce qu'elles avaient tendance à tomber, du fait de ces tétons qui étaient trop courts. Là, en les rallongeant, eh bien, vous voyez que déjà j'ai eu du mal à le retirer alors que la pièce n'était pas montée. Et bien, lorsque cette pièce sera sur la figurine, on peut gager du fait qu'elle devrait tenir sans
sans se détacher au moindre mouvement de la figurine. Donc voilà, pour ce qui est de la boucle de ceinture, donc il suffit simplement de la retirer. Pour ce qui est de la partie basse de la jupe, eh bien on va la retirer également. Alors vous voyez que c'est une pièce qui se retire par l'avant, donc pas vers le bas. Donc faites attention, ne forcez pas en tirant vers le bas, puisqu'en général on la retire en tirant vers le bas. Là c'est plutôt vers l'avant qu'il faut tirer. Cette ceinture est métallique sur tous les pans. Cette boucle de ceinture est également en métal et le devant est également en métal. Autrement dit, 100% métal. Bravo Bandai, pour l'instant on a une figurine qui est 100% métal. Alors, comme d'habitude, il faut arriver à trouver la petite encoche pour y mettre l'arrière de la ceinture. Voilà. Voilà. Alors, toujours sur le personnage. On a un personnage qui a 18 ans, donc c'est un adulte, un peu plus vieux donc nos héros qui ont entre, on va dire, 14 et 16 ans. Il possède 2 attaques, plus une barrière protectrice. Alors, ces 2 attaques, je les ai citées tout à l'heure, hein, le God Breath et le Rising Below. Traduite par le souffle divin en français et par les lames du fond du Pacifique. Alors vous voyez que j'ai monté la ceinture sans monter le corset avant, donc j'espère que je vais pouvoir le glisser derrière la ceinture, parce que c'est une technique que j'utilisais globalement avant, mais j'ai dû l'abandonner parce que souvent il y avait une ceinture qui était un peu trop proche du corps, mais ici ça passe sans problème, donc technique que l'on peut utiliser sur cette figurine. Alors, un peu de mal à fermer le plastron, le corset ici. Voilà, ça y est, c'est clipsé. Ensuite, on sait de lui qu'il est du signe du taureau. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait en fait, qu'il est du signe du taureau? Bien, c'est un point intéressant parce qu'en fait, son combat est un peu similaire à celui du taureau dans la bataille des 12 maisons. D'abord, évidemment, parce qu'ils ont, lui et Aldébaran, le même adversaire, c'est-à-dire Seiya. Et ensuite, parce qu'ils font un peu tous les deux la même erreur, ou en tout cas, Seiya parvient à les battre, parce qu'ils commettent un peu la même erreur. Et cette erreur, en fait, c'est de se découvrir. C'est-à-dire que contre Aldébaran, Seiya se souvient de la fable du sabre du samouraï, et à partir de là, il fait de son mieux pour que Aldébaran sorte son sabre de son fourreau, c'est-à-dire finalement décroise les bras, et l'attaque avec sa vraie attaque, pour supprimer l'effet de surprise. Et bien avec Bayan, c'est un peu ce qui se passe dans son combat face à Seiya, puisque il lui fait d'abord sa première attaque, hein, celle du God Breath, qui déjà le met par terre. Bon, évidemment, là, il se passe ce qui se passe toujours dans Saint Seiya, à savoir l'opposant met un coup presque fatal au héros, et puis le héros est à terre, et puis là, au lieu d'achever le héros, eh bien, l'opposant décide de tourner le dos, et puis de se dire bon c'est bon, il est mort, on va le laisser mourir. Comme ça, au lieu évidemment de l'achever une bonne fois pour toutes. Donc c'est exactement ce que fait Bayan, hein, comme d'habitude. Et résultat, eh bien, Seiya n'est pas mort, et donc il se relève. Donc, résultat, Bayan n'a pas encore battu son adversaire, et là, Seiya le provoque en lui disant qu'il lui faudra un coup plus puissant que ça pour le tuer. Ce qui, du coup, va provoquer Bayan, puisque ce monsieur est un petit peu fier, il a beaucoup d'ego, et donc il va utiliser son attaque la plus puissante, qui est le Rising Below. Le Rising Belows plutôt, parce qu'il y a un S au bout.
Et ce faisant, eh bien, c'est un peu comme pour Aldébaran, c'est-à-dire que c'est un peu comme Aldébaran qui décroise les bras. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Seiya va encaisser donc la plus puissante des attaques de Bayan. À partir de là, eh bien, Bayan aura abattu toutes ses cartes. Et Seiya n'en fera qu'une bouchée. Voilà. Que le combat va être vraiment très très rapide, très expéditif. Il va durer au total même pas un épisode entier, puisque il est assez souvent interrompu par le combat de Shun qui va commencer contre Scylla. Voilà, épaulette, ça va, ça se clipse tranquille. Au niveau de l'articulation de l'épaulette, eh bien, c'est une articulation simple, en un seul point. Vous voyez, on n'aura pas énormément de mobilité. C'est un peu le système qui était utilisé pour l'épaulette de Hagen. Maintenant, en termes de posing, moi, ça m'a pas dérangé pour Hagen, donc on verra ce que ça donne à l'issue du posing. Je vous dirai ça après, pendant le bilan. Voilà. Alors, je vais passer un coup de chiffonnette parce que les pièces sont vraiment grasses. Alors, pour me mettre un peu dans l'ambiance de cette review, je me suis revisionné donc l'épisode, en fait les 2 épisodes, même si encore une fois c'est deux moitiés d'épisodes, on va dire, qui en forment un. Et c'est assez marrant parce que ça faisait un moment que je les avais pas vus, et entre temps j'avais vu la parodie de State Alchemist qui avait fait une parodie spéciale pour l'excellente chaîne, la chaîne Nébulaire, où Bayan fanfaronnait en disant que son armure était, enfin plutôt sa scale, était aussi puissante que celle d'un chevalier d'or. Et puis à la fin, il finit par mourir, et puis il dit eh ben, je meurs comme un chevalier d'or. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est à peine exagéré par rapport à ce qui se passe vraiment dans les épisodes. C'est-à-dire que cet épisode-là se résume un petit peu à un concours de celui qui a la plus grosse. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, Seiya et Bayan, font le concours de celui qui a la plus puissante armure. Seiya disant que les armures d'or sont plus fortes, et que lui-même ayant une armure qui était baignée par le sang des chevaliers d'or, donc c'est un peu comme s'il avait une armure d'or. Alors, je vais faire juste une pause pour ce qui est du casque. C'est un casque qui est en 3 parties. Donc une première partie qui est retirée vers l'avant. Ensuite, cette partie-là qui vient se clipser sur le casque, comme ceci. Alors faites attention parce que j'ai l'impression que le plastique est assez souple. Donc faites attention en le retirant. Donc Seiya fanfaronnant en disant qu'il a une armure qui est baignée du sang des chevaliers d'or. Enfin bref, c'est à celui qui aura la plus puissante armure. Et au final, eh bien, c'est bien évidemment Seiya qui est la plus puissante, et donc qui remporte le combat. Donc voilà ce que je peux dire simplement sur Bayan et puis le combat qui l'oppose à Seiya. En fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein, puisque c'est vraiment encore une fois un personnage qui a été sacrifié sur l'autel d'abord de rusher un petit peu Poséidon, et puis ensuite l'idée c'était de simplement montrer enfin, il sert un peu d'introduction aux autres personnages Bayan. Et puis c'est assez coutumier que Seiya ne fait qu'une bouchée de ses adversaires en premier combat, puisque c'était un peu ce qui s'est passé aussi avec Aldébaran dans les 12 maisons du Zodiaque. Le combat n'a pas été non plus très très long. Bon, alors, il y a cette petite mèche qui est un peu dans la tradition de la version classique, puisque vous voyez qu'avec la version classique, on avait aussi une petite mèche qui se mettait sous le casque. Petite mèche d'ailleurs qui a rendu fou certains collectionneurs qui l'ont perdu assez rapidement. En effet, hein, c'est une très petite pièce, donc forcément qui dit petite pièce
dit risque de la perdre. Et alors là, ben, je vous dis pas, hein, la pièce elle est encore plus petite, donc attention, attention, il n'y a pas de rechange. Ne perdez pas cette pièce. Donc, combat vraiment expéditif. Et ce qui est un peu dommage, puisque le personnage aurait pu être développé un peu plus que ce qu'il a été. Et voilà, au niveau du casque, c'est terminé. Ah, écoutez, franchement, la première impression que j'en ai, c'est qu'il est magnifique. Vraiment magnifique. Agréablement surpris par cette figurine. Alors il me reste à lui monter les ailes. Je vais pas monter la cape tout de suite. Je pense que je la mettrai pour le posing. Alors je vais pas lui monter la cape tout simplement parce que le comparatif avec la classique nécessite que je ne la mette pas, puisque la classique c'était juste un bout de tissu tout pourri qui avait le mérite d'exister mais qui rendait vraiment dégueulasse. Donc des petites ailes. Bon, j'espère pas avoir trop de soucis pour les mettre. J'aurais dû d'ailleurs les mettre avant, puisque là, ça risque de me faire dégommer les épaulettes. On va voir. Bon, bah, ça s'est clipsé. J'ai la petite ailette qui est partie. Et la deuxième aussi. Bon. Alors. Bon, ça tient, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. J'ai l'impression que il faudra être très méticuleux pendant le posing pour éviter que ça saute. Voilà. Bon, alors, avant d'aller un peu plus dans le détail du comparatif avec la version classique, juste après le posing comme d'habitude, je vais évoquer encore une fois dans les grandes lignes la différence avec la classique. Alors, si on regarde donc le haut de la figurine cette fois, bon, on retrouve bien évidemment l'effet taille un peu plus profilé au niveau du corset sur l'IX. Bon, ça, c'est pas une surprise. Dans les grandes lignes, eh bien, c'est au niveau de la brassière que ça se passe. Vous voyez que sur la classique, il y avait un système foireux, avec une sorte de mitaine articulée qui permettait de faire la barrière de protection de Bayan. Ce système a été heureusement abandonné sur la version IX, puisque vous avez simplement les protège-mains habituels. Remarquez qu'ils ont été dans le détail, hein, puisqu'ils ont bien dessiné les motifs sur le protège-mains. Et donc, on n'a plus cette pièce-là qui faisait pas du tout esthétique et qui était liée à la brassière. Donc ça, c'est plutôt bien. Remarquez aussi toujours sur cette brassière que au niveau du coloris de la nageoire, eh bien, là aussi, on a un manque de fidélité sur la version classique, hein, puisqu'elle n'est pas de la bonne couleur. Et aussi une nageoire qui est peut-être, encore une fois sur la classique, un peu trop grande par rapport, encore une fois, aux proportions de la figurine. On arrive à peu près à la taille de celle qui est sur l'IX, alors que l'IX est plus grande. Ensuite, c'est au niveau des épaulettes que ça se passe. On a donc des épaulettes, alors, petite pièce arrière qui sautait, voilà. On a des épaulettes de la version classique qui, vous le voyez, sont plus grandes au niveau, donc ça dépasse beaucoup plus au niveau du bras que sur la version IX. Donc là, encore une fois, du fait des proportions qui sont normalement plus grandes sur l'IX, on peut se dire que les épaulettes de la version IX sont sous-taillées. Et effectivement, donc quand on regarde par rapport au C-taille, eh bien, on a des épaulettes sans doute sur la version IX qui sont un peu trop petites, mais sur la version classique,
elles sont sans doute un peu trop grandes. Donc peut-être que la vérité, en fait, elle était à mi-chemin. Donc voilà pour ce qui est de ces premiers points de comparaison. Je vais vous montrer la figurine EX d'un peu plus près. Ensuite, on passera au posing. Voilà, donc je vous montre de plus près ce très beau Bayan. Alors vraiment un visage magnifique. On aura l'occasion de juger de sa fidélité avec le Setei dans la partie bilan, à la fois avec le casque et sans le casque. Donc, mais là vraiment le rendu est assez exceptionnel, hein, je dois dire. Au niveau de l'armure, on a vraiment une armure très luisante, qui est du plus bel effet. Franchement, je suis assez abasourdi par la qualité du personnage et sa fidélité. Alors, sans doute le contraste aussi qui a lieu entre cette version EX et la version classique qui était assez foireuse, hein, on peut le dire. Là, on a vraiment un Bayan, une figurine de Bayan qui rend justice à la version animée, vraiment. Bon, j'anticipe un petit peu sur le bilan, mais je pense que vous pouvez juger par vous-même la différence de classe entre les deux personnages. Donc voilà pour ce montage, donc comme d'habitude, petite session de posing, et puis on se retrouve juste après pour le bilan. Bien, de retour pour ce comparatif bilan. Donc d'abord, je vais me focaliser sur les visages non casqués, et ensuite je les remettrai avec le casque, et je ferai l'intégralité de la comparaison entre les deux avec le casque. Alors, si on se concentre au niveau des visages non casqués, donc je vais
les mettre un petit peu plus gros. Voilà. Donc on va comparer évidemment, comme d'habitude, par rapport au Setei que je vais mettre à gauche. Eh bien, que dire si ce n'est que le contraste entre les deux visages est assez flagrant. Donc le visage de la classique n'était pas trop mal réalisé en lui-même, hein. On voit que au niveau de la bouche, du nez et des yeux, c'est assez fidèle. Malheureusement, l'inconvénient de ce visage, c'est quand même un certain manque d'expression. On a un visage qui est un peu vide, et c'est surtout la relation qu'il peut y avoir entre ce visage et surtout la chevelure qui n'est pas la mieux réussie, hein. On a des cheveux qui partent un peu trop au vent. On a presque l'impression qu'il vient de se lever du lit et qu'il n'a pas eu le temps de se coiffer. Donc ceci a été évidemment rectifié donc, sur la version IX, hein. On a bien sûr un travail au niveau du visage qui est bien plus important. On a un visage qui montre beaucoup d'expression. C'est lié notamment aux yeux, hein, qui montrent pas mal d'émotions, un regard assez intense, et puis un nez qui est un petit peu plus retroussé et qui lui donne davantage de caractère. Au niveau de la chevelure, eh bien, au lieu d'avoir cette mèche vers le devant, Bandai a choisi de la décaler un petit peu plus sur le côté, ce qui fait beaucoup plus naturel et ce qui lui donne un look un petit peu plus travaillé. Donc, vous voyez également qu'au niveau de la chevelure, au niveau de la classique, la chevelure en elle-même était un peu trop haute sur le visage, hein. On a l'impression qu'il s'est fait rater par le coiffeur du côté droit, alors que ici, eh bien, Bandai a choisi de rabaisser un peu plus la chevelure et on a un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà pour ce qui est de ce visage non casqué. Il n'y a pas à dire, il y a un énorme niveau d'écart entre les deux à ce stade sur le rendu non casqué. Bien, je remets les casques et puis on fait la comparaison de l'intégralité de la figurine. Allez, donc c'est parti pour ce comparatif qui, je vous le dis tout de suite, va être un petit peu violent, hein, pour la figurine classique, hein. Donc d'abord, comme d'habitude, hein, si on démarre par le bas de la figurine, on a déjà un premier problème de conformité sur la classique au niveau des enluminures qui sont mises sur les pieds. Donc ces enluminures sont mises dans un doré clair, là où pour la version IX, eh bien, on a de l'orangé du même coloris que le reste de la jambe. Évidemment, la fidélité va du côté de l'IX, hein. Donc ici, ça n'existe pas sur le Setei, rappelez-vous, qui est ici. Ensuite, comme je l'ai évoqué pendant le montage, hein, cette petite nageoire, en fait pas cette petite, mais cette grosse nageoire, hein, sur la version classique, est donc surtaillée par rapport à ce qui est sur le Setei. Donc ceci a été rectifié sur la version IX, donc on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux donc, sur la version IX. Toujours si on remonte, on arrive maintenant sur la genouillère. Eh bien, au niveau de la genouillère, on a aussi ces enluminures qui sont mises dans un doré plus clair, là où pour l'IX, on a le même coloris que le reste de la jambière. Là aussi, fidélité du côté de l'IX. La partie cuissarde, je l'ai évoqué pendant le montage, c'est le mauvais coloris qui a été adopté sur la version classique. On arrive maintenant sur la jupe. Alors au niveau des coloris, eh bien c'est relativement fidèle pour la version classique. Alors relativement fidèle, souvenez-vous, tout simplement parce que le orangé qui est utilisé est plus proche du jaune doré que du orangé, ce qui est beaucoup plus éloigné de la version animée que ce qui a été fait sur la gamme IX, où vous avez ce orangé qui vous éclate la rétine et qui est beaucoup plus proche de la version animée. Et tandis que les parties plus claires sont d'un jaune qui tire un peu moins sur l'or, et qui est vraiment un jaune intense, là où pour la version classique, eh ben, on a quelque chose qui tire un peu plus sur de l'or blanc, et qui, encore une fois, est beaucoup plus éloigné de l'animé. Donc, au niveau de cette jupe, eh bien, on a l'inconvénient de ce choix de coloris, donc on a un jaune qui n'est pas suffisamment intense. En revanche, évidemment, ils ont respecté la différence de coloris avec le motif qui est présent sur la boucle de ceinture. Donc, de ce côté-là, on va dire qu'ils sont relativement fidèles. La brassière, eh bien, je l'ai évoqué pendant le montage, à savoir que ce rajout qui a été fait au niveau de la main n'est vraiment pas esthétique, hein, et tranche vraiment avec entre la main et la brassière en fait, hein.
Là où pour la version IX, on a une continuité de la mitaine par rapport à la brassière. On a aussi un choix, encore une fois contestable, qui a été fait au niveau de la couleur du motif sur la brassière, qui n'est pas du bon coloris, là où sur la version IX, eh bien, on a respecté le CTI. Pour ce qui est du brassard, au niveau de la couleur, eh bien, elle est relativement fidèle. Encore une fois, si on respecte, enfin si on est dans la logique du choix qui a été fait au départ. On arrive maintenant sur la partie haute et donc sur les épaulettes. Alors pour ce qui est du plastron, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'on a toujours ce choix qui a été fait de mettre d'une couleur différente le motif qui est normalement de la même couleur que celui du plastron, ce qui a été fait sur l'IX. Mais un peu plus important, c'est au niveau donc, des épaulettes que ça se passe. D'abord, cette partie-là a été recolorisée en orangé, on va dire, ce qui n'est pas conforme au CTI. Là où, vous voyez, pour l'IX, eh bien, tout est du même coloris hein, sur les épaulettes, excepté cette fois-ci le motif, qui lui est bien colorisé de la bonne couleur. Là où pour la version classique, eh bien, on a à nouveau foiré, puisque dès lors qu'on a choisi de coloriser cette partie-là en orangé, le motif à l'intérieur, eh bien, ils l'ont colorisé de façon différente pour le faire ressortir, et donc forcément ici on a absence de fidélité. Donc voilà pour tout ce qui est de la partie, on va dire, armure. Maintenant on va arriver donc sur le rendu casqué, qui encore une fois, va être assez cinglant pour la version classique. D'abord au niveau du casque, eh bien, cette partie du casque là n'est pas excessivement fidèle, dans le sens où la partie crête, on va dire, du cheval des mers est un tout petit peu trop vers le haut et pas assez large au niveau de la base. Également, la partie du nez ici est à mon avis trop développée. On a presque l'impression d'avoir, pour ceux qui connaissent les Muppet Babies, Gonzo avec son gros nez. Ça fait un peu ça. Le casque également descend énormément sur le visage, sur les yeux, ce qui fait que comme ça, en position neutre, eh bien, on a du mal à discerner le visage, en tout cas le regard de Bayan. Ceci a bien entendu été rectifié sur la version IX, hein. Vous voyez que le regard est vraiment très apparent, ce qui lui donne vraiment beaucoup de caractère. On a un regard assez intense. Ensuite, au niveau du haut du casque, les défauts que j'ai signalés ici sur la version classique ont bien entendu été rectifiés. Donc, ce qui fait qu'au niveau du rendu casqué, eh bien, vraiment, il n'y a pas photo. Très souvent, l'avantage d'une IX par rapport à la version classique, c'est le visage. Là, ça va au-delà de la différence IX classique. On a vraiment presque une tuerie visuelle sur la version IX, là où pour la version classique, eh bien, on avait déjà quelque chose qui était assez moyen au niveau du rendu casqué. Donc voilà pour ce qui est de la partie comparative. Bon, je vais vraiment pas économiser les qualificatifs positifs pour qualifier cette version IX. Je vais être assez dithyrambique, pourtant c'est pas forcément quelque chose que je fais d'habitude, mais ce Bayan de l'hippocampe en version UX est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie visuelle. Je dirais même que la figurine en elle-même, je préfère la figurine que le personnage de l'animé. Je trouve que la figurine est plus belle que le personnage de l'animé, et elle renvoie plus de caractère que le personnage de l'animé. J'avais eu un peu cette impression-là en montant Scylla. Ici, avec ce Bayan, je trouve que c'est encore plus exacerbé sur cette figurine. Reste cette histoire d'épaulette, trop courte ou de la bonne taille. Plus je le regarde et plus j'ai l'impression que c'est bien proportionné. Et plus je le regarde et plus je me dis que c'est au niveau de la classique, que c'était trop long. Et si on compare de façon honnête avec le CTI, eh bien on peut se dire que la version classique est trop longue. Pour ce qui est de la version UX, eh bien, en fonction des angles, etc., peut-être que c'est un poil trop court, mais si vraiment c'est trop court, ça doit se jouer peut-être à 1 ou 2 mm. Si vraiment on regarde de façon objective, eh bien, quoi qu'il arrive, la version UX est plus fidèle que la version classique. Donc, est-ce que j'aurais aimé avoir des épaulettes aussi grandes que sur la version classique ?
Personnellement non, puisque je trouve que ce rendu-là est plus harmonieux et plus en harmonie avec le reste de l'armure. Donc voilà ce que je devais vous dire sur ce Bayan de l'Hippocampe, qui m'a vraiment emballé, et dont je ne peux que vous conseiller l'acquisition. Le seul frein, enfin, les seuls freins sur cette figurine, en fait il y en a deux. Le premier frein, c'est bien évidemment son tarif. S'il était disponible aux alentours de 120 € lors de la précommande, eh bien maintenant ça va être compliqué de le trouver à ces tarifs-là. Donc forcément, il ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Le deuxième frein, eh bien, même si le rendu visuel est une tuerie, il y a quand même encore quelques petits soucis de conception du point de vue ici du combo genouillère bas de jambière, hein, qui a tendance à faire sauter les genouillères de la figurine. Je vais y ajouter un troisième défaut, mais ça on a l'habitude, c'est le manque de rigidité générale du point de vue de l'entrejambe, donc qui a nécessité pour moi un raffermissement. Au niveau de la souplesse que j'avais signalé avant le montage, au niveau du haut de la figurine, fort heureusement, ça n'a pas handicapé le posing. En fait, la souplesse est toute relative. On va dire que c'est juste assez rigide pour pouvoir manipuler la figurine et pour qu'elle tienne la position. Donc voilà ce que je devais vous dire sur cette version IX. Pour ce qui est de la version classique, eh bien, elle reste tout de même valable dans le sens où son tarif est très très attractif. Maintenant, en achetant cette figurine, eh bien, vous n'aurez pas le Bayan ultime. Vous devrez vous contenter d'une figurine qui ressemble à Bayan, mais qui est quand même assez bardée de défauts, notamment du point de vue des pièces qui ne tiennent pas. C'est le cas pour les genouillères, ce qui est le cas également pour l'arrière de la jupe, et puis un rendu visuel qui n'est pas optimal. Donc voilà pour cette review, j'espère que vous l'avez appréciée, et comme d'habitude, si c'est le cas, je vous encourage à la commenter et à la liker, et puis nous on se retrouve très très bientôt pour une autre figurine. Portez-vous bien les amis. Et non les amis, en fait c'est pas fini, c'était juste un faux départ. Voilà un petit bonus qui récompensera ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, puisque là je vous donne un aperçu de mon étage Poséidon avec maintenant le Bayan déposé à l'endroit où j'avais prévu, donc à la gauche de Tétis. Donc l'arc est maintenant presque terminé, il ne restera plus que le Yumnades pour remplacer donc la figurine classique. Pour l'instant pas de date de sortie, donc on va être patient. Alors pour ce qui est de ce Bayan, eh bien regardez, je l'ai laissé en position du Rising Below. En fait je trouvais ça un petit peu dommage de le départir de cette chevelure au vent. Donc je lui ai laissé, et je profite également du fait que son visage d'attaque a le regard qui va du bon côté pour mon exposition. Donc voilà, pour l'instant je vais le laisser comme ça, et puis ma foi j'en suis assez content. Remarquez que je n'ai pas mis la cape, tout simplement parce que je trouvais que ça encombrait un petit peu trop l'étage. Donc en plus, comme j'ai tendance à le préférer sans cape, eh bien c'est parfait pour moi, en tout cas pour le moment. Voilà les amis, donc maintenant c'est vraiment fini. Allez, à bientôt.